Hier se tenait la Biennale de la construction, initialement prévue fin mai et organisée par le gouvernement. L'occasion pour nous de nous pencher ce soir sur les enjeux de la reconstruction au lendemain de la destruction massive lors des événements de mai dernier. Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. 6 mois après les émeutes destructrices survenues dans Nouméa et le Grand Nouméa, les vestiges des infrastructures sinistrées sont encore bien visibles. Pourquoi la démolition tarde-t-elle à démarrer? Est-il encore trop tôt pour parler de reconstruction? Et quelle vision se dessine dans cette démarche? Le secteur du BTP, déjà fragilisé avant la crise, est-il prêt à entamer ce chantier de grande envergure? Pour en parler, je reçois ce soir Djamil Abdelaziz, directeur du référentiel de la construction de Nouvelle-Calédonie, organisateur de la Biennale. Vous nous raconterez entre autres ce qui est ressorti de cette journée d'échange entre les différents acteurs du secteur. À vos côtés, Christophe Dautieux, gérant de l'entreprise de construction ACTB Pacifique. Vous représentez le secteur BTP au sein de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir et merci à tous les deux d'être là. Puis nous retrouverons Julie aujourd'hui pour sa chronique juridique Ça vous arrive. En cas de dette, que faire si vous recevez la visite d'un huissier? Christophe Dautieux, les dégâts causés en mai sont encore aujourd'hui bien visibles, je le disais. Nombre de bâtiments incendiés ou saccagés sont toujours dans le même état 6 mois après. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps de démolir? Parce qu'il y a plusieurs étapes à passer. Il y a l'étape d'expertise Mhm. sur les lieux, constater les dégâts et tramer les différentes étapes de la démolition, qui va passer du constat budgétaire au constat amiante, au constat d'un ensemble. Voilà. On a besoin les experts ont besoin, vu la dimension de la démolition, de conjuguer l'ensemble des dégâts, et ce qui donne ce délai assez important. Voilà. Djamil Abdelaziz, la deuxième édition de la Biennale de la construction s'est ouverte hier avec la restitution du groupe de travail reconstruction post-mai 2024. Les questions liées à la démolition ont-elles été abordées? Oui, tout à fait. Elles ont été abordées sur plusieurs plans. Déjà, un expert a expliqué justement ce que dit Christophe, c'est-à-dire toutes les étapes préalables qui s'imposent avant de lancer une démolition. Le fait que démolir, c'est parfois commencer une reconstruction, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser une partie des matériaux de déconstruction justement pour donner une deuxième vie dans le cadre de ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire construire autrement en baissant notre empreinte carbone. Mais c'est aussi un nombre de précautions extrêmement important parce qu'il faut mettre en sécurité les travailleurs qui vont participer à la démolition. Il faut mettre en sécurité le bâtiment, les avoisinants, faire des diagnostics sur les risques environnementaux. On parle de l'amiante, mais il y en a d'autres. Voilà, il y a toute une cartographie à mettre en place. Et cette cartographie donne lieu à des méthodologies. Et ces méthodologies sont à mettre en œuvre de façon extrêmement rigoureuse. Est-ce qu'il y a des freins ou des urgences pour cette phase de démolition? Christophe Dautieux. L'urgence aujourd'hui, et ce qui donne un peu les freins, c'est au niveau des assurances. Aujourd'hui, ça traîne pour différentes raisons. Ils n'ont pas forcément tous les torts. Il y a également les banques. Il y a tout un ensemble derrière administratif et juridique qui font qu'on en arrive à 6 mois après avec des dégâts qui sont toujours visibles. On espère que cette démolition puisse démarrer dans le premier trimestre 2025 pour donner espoir un petit peu aux sociétés aujourd'hui de retrouver du travail et pouvoir reprendre leur personnel qui ont été mis sur la touche dès le mois de mai depuis les exactions. Est-ce que les assureurs ont participé à la Biennale hier, par exemple? Non, ils n'étaient pas... Ils étaient présents dans la salle, mais le but était d'éviter de les pointer du doigt, bien parce sûr. que c'était pas l'objectif de la Biennale. On a autour de la table les assureurs, on travaille beaucoup avec eux, pas sur cette question-là. Nous, on est sur l'assurance de la construction, pas l'assurance responsabilité risque. Voilà. Mais il n'était pas question justement de les exposer à des... Alors justement, cet événement était axé sur les enjeux de la reconstruction. Est-ce que c'est pas justement trop tôt de parler de reconstruction alors que la démolition commence à peine? Alors, pour être tout à fait clair, la Biennale parle des enjeux de la construction. Voilà. La reconstruction à venir va nous emmener justement à avoir un prisme et un regard différent de ce que l'on avait imaginé avant le mois de mai. Et d'évidence, il va falloir qu'on conjugue deux temporalités qui, en principe, sont incompatibles. Et il faut qu'on les rende compatibles. Une réponse dans l'urgence pour que le secteur du BTP retrouve de l'activité, mais des prescriptions et des réflexions de long terme pour que la reconstruction corresponde à la morphologie de l'habitation, de l'ouvrage que l'on souhaite faire pour les années à venir.
donc en termes de performance, en termes de relations humaines, enfin, tout ce qu'on a pu évoquer hier. La conjugaison de cette dualité, de ces deux aspects, sera un enjeu extrêmement fort pour les Calédoniens dans les mois à venir. Conjuguer l'urgence du présent, mais se projeter dans un avenir, ce qui fasse que ce que l'on fait aujourd'hui, on ne le regrette pas l'année prochaine ou dans 2 ans. Christophe Dothieu, vous avez participé à cette journée en tant que secteur BTP? Non, malheureusement, je n'ai pas pu y participer. J'ai eu des retours de mes collègues de la fédération, de la fédération, mais également de confrères comme Éric Lafitte hier, voilà. D'accord, oui. Qui m'a permis d'avoir un point général de ce qui s'était passé. Effectivement, que la Biennale... Ils étaient dans quelle optique ils sont dans l'optique, comme tous les entrepreneurs du bâtiment, dans l'analyse, dans la compréhension déjà de ce qui s'était passé, de comprendre également que la Biennale n'est pas là pour trouver des solutions à court terme de la reconstruction, mais plutôt pour voir sur le long terme, pour améliorer justement l'habitat dans les prochaines reconstructions, de façon à ce que on ne refasse pas les mêmes erreurs et dans les mêmes configurations qu'on a pu faire depuis plus de 20 ans. Alors ça, justement, c'est un peu le socle de cette biennale, c'est le RCNC, dont je parlais au début, le référentiel de la construction en Nouvelle-Calédonie, que vous dirigez, donc Djamil Abdelaziz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qu'il encadre ? En fait, le référentiel de la construction de Nouvelle-Calédonie, c'est l'identité calédonienne en termes de construction. La Nouvelle-Calédonie a un niveau d'autonomie qui lui permet de définir ses propres normes, ses propres règles. Donc il y a 3 socles. Un texte sur l'assurance construction qui a permis de rendre une assurance construction obligatoire en explicitant les niveaux de responsabilité des constructeurs, mais aussi des maîtres d'ouvrage, puisqu'on couvre les deux. Il y a des normes de construction et des principes constructifs qui répondent à des exigences de sécurité pour justement que l'assurance ne couvre que des aléas et pas des risques, puisque la conformité aux normes, normalement, résout en fait la notion de risque. Oui. Et le troisième, c'est la montée en compétences avec des conditions d'accès au métier de constructeur. Autrefois, on pouvait être charpentier alors qu'on avait une formation de coiffeur ou électricien avec une formation de jardinier. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Petit à petit, on est monté en compétences. On améliore le niveau de conformité des matériaux et des procédés de construction et on met en place une assurance qui permet de garantir le Calédonien qui construit et l'entrepreneur qui réalise les travaux pendant une durée de 10 ans. Et quel rôle joue ce référentiel justement dans la situation actuelle ? Alors, dans la situation actuelle, donc déjà dans la situation passée, on a mis en place l'ensemble des textes, on a mis en place les commissions de régulation. Il faut savoir qu'on travaille en partenariat total avec la totalité des acteurs de la construction. Christophe fait partie d'un certain nombre de nos commissions, notamment sur la qualification. Il intervient régulièrement pour, avec nous, décider ou pas d'accès au métier de la construction de certains artisans ou entrepreneurs qui en font la demande. Une fois que ça a été achevé, en fait, l'écosystème étant structuré, avec des personnes compétentes, des normes et des règles de construction et une assurance, on est passé en mode projet en se disant, ça fait déjà 3 ans qu'on le dit, qu'il faut cet écosystème, il est mûr aujourd'hui, il est mature pour se projeter dans un avenir et se remettre en cause. Il n'y a pas de secteur économique, il n'y a pas de secteur d'activité qui n'ait pas dans le futur une trajectoire d'amélioration continue. C'est le principe que vous achetiez un iPhone, d'année en année, il va s'améliorer. Vous achetez une voiture, elle va s'améliorer. Mais dans la construction, c'est pareil. Et c'est pareil dans le monde entier. Donc nous, on a deux grands sujets. Accompagner la montée en compétences, accompagner l'innovation dans les matériaux pour améliorer la performance des ouvrages et ne pas le faire seul parce qu'on a une limite forte en Nouvelle-Calédonie qui est notre taille. Donc on a créé des connexions très fortes avec les pays du Pacifique. On fait partie d'un comité de normalisation des 18 pays du Pacifique. Et on est en train de mettre en place un process quasiment équivalent avec les 11 territoires ultramarins, de façon à être une plateforme d'échange entre les deux et de bénéficier des expériences et des savoir-faire des autres. Alors justement, Christophe Dothieu, quelles avancées ce RCNC a-t-il permis dans le secteur du BTP depuis donc son entrée en vigueur? C'était en juillet 2020, c'est ça? C'est tout récent. Protéger les compétences. Effectivement, qu'à l'époque, on pouvait être boulanger tout en étant charpentier ou l'inverse, être coiffeur et être électricien le lendemain. Aujourd'hui, il y a un cadre qui s'est mis, ça permet de recadrer les choses, limiter les risques, donner une vision de haute au niveau du professionnel. Donc au niveau des compétences, déjà, vous constatez un mieux. On le voit sur le terrain que les compétences sont là, que les choses ont changé. Au niveau des pratiques ? Au niveau des pratiques, au niveau de la méthodologie, au niveau de la sécurité, d'une organisation sur un chantier, non, on en voit les bénéfices. On voit forcément les bénéfices.
Alors, reconstruire et rénover autrement, c'est un thème qui a été discuté donc lors de cette biennale. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Qu'est-ce que ça veut dire reconstruire autrement, justement? Alors, c'est un concept qui paraît complètement ésotérique, n'est-ce pas? Parce qu'il faut lui donner, comme disait mon membre du gouvernement, de la corporalité. Et la grande satisfaction, c'est que dans les tables rondes qui ont traité de ce projet, vous aviez un panel d'intervenants pour qui le reconstruire autrement était tout à fait clair. Il est clair qu'il faut qu'on améliore la performance technique du bâtiment, ça c'est tout à fait clair, donc ça se décline sous un certain nombre de valeurs que je peux définir ici, mais qui, à mon avis, irait au-delà du délai Un timing. exemple rapide de la performance technique, qu'est-ce que ça veut Alors, la performance énergétique, par exemple. On a mis en place des D'accord. outils depuis 2 ans qui nous permettent de faire des diagnostics de performance énergétique. On a formé des personnes qui sont des diagnostiqueurs de performance énergétique et on est capable, par l'intermédiaire d'une étiquette qui donne le niveau de consommation énergétique, d'encourager les personnes à avoir un certain nombre de préconisations techniques qui vont donner de la valeur à leurs biens et surtout qui va leur permettre de faire des économies sur cette D'accord. consommation. Ensuite, on a la performance environnementale, ça c'est le gros sujet. Et à ce sujet se décline de différentes façons. Donc la réutilisation de matériaux, donc un comité spécifique a été formé il y a quelques semaines avec des acteurs bien sûr du privé qui travaillent avec nous et qui vont travailler sur différents plans d'action qu'on va dérouler dans les 2 prochaines années. Donc certains relèvent de comment on réutilise les matériaux, comment on réemploie, etc. Et il y a aussi les matériaux bio et géosourcés. Vous savez qu'on a lancé une expérimentation sur le chanvre, dont un des débouchés du chanvre, c'est aussi de faire du béton de chanvre. Mais il y a aussi le bambou, qui est utilisé de partout en Océanie et qui pourrait y être un complément au domaine du possible ici en Nouvelle-Calédonie. Il y a le bois qui est intervenu, qui fait sa mue, qui améliore sa performance et sa qualité. Enfin, j'ai beaucoup d'exemples que je pourrais développer. Donc, en gros, le premier, le plus évident, c'est la performance énergétique. Le second, c'est la performance environnementale. Et ensuite, le troisième, qui a été extrêmement bien évoqué, notamment par Philippe Aokas de Loyauté Habitat, c'est la performance, j'allais dire, sociale et humaine. C'est-à-dire que lorsqu'on construit un ouvrage, il ne faut pas le voir comme étant un ouvrage stérile, beau, performant, etc. Il faut le voir comme un lieu de vie, comme un lieu de travail, comme un lieu de sociabilisation. Et il faut tenir compte beaucoup plus qu'on le fait actuellement de ces conditions justement d'exercice et de fonctionnement de ces ouvrages, de façon à avoir une approche plus humaine, plus ouverte et souvent plus flexible. D'accord. Donc là, c'est pour l'habitat, mais pas uniquement d'ailleurs. Pas uniquement. Christophe Dautu, avec votre entreprise de construction, est-ce que vous travaillez justement avec des professionnels qui ont été impactés et qui souhaitent reconstruire leur infrastructure? Déjà, est-ce qu'ils ont envie de reconstruire? On a un peu de tout. Oui. Je peux prendre également mon cas. Oui. Mon cas, par exemple. Oui, c'est vrai. Voilà, tout à fait. Ce qui permet de bien comprendre. Moi, au 13 mai, j'ai perdu 76 millions de matériel sur un chantier. Aujourd'hui, j'ai perdu ce matériel-là, mais j'ai envie de reconstruire, j'ai envie d'aller de l'avant. Je pense que la reconstruction passe par l'envie de reprendre, de réinvestir et de croire à l'avenir, même si c'est un peu difficile encore aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez une vision différente ou est-ce que vous voulez reconstruire de la même manière? Alors, on construit avec un peu plus de protection, de recul, avec moins de vitesse. Mais pour parler plus d'une vision reconstructive, je pense qu'il faut mettre vraiment l'humain devant. Aujourd'hui, l'humain est important. Ça rejoint un petit peu ce que M. Aokas a pu mettre en avant, c'est qu'il faut d'abord penser de l'habitant, par l'habitant, avant de penser financier derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut réinventer la reconstruction, c'est bien. Mais je pense qu'il faut déjà renforcer les matériaux qui existent déjà aujourd'hui, les améliorer, leur donner un confort. Aujourd'hui, on coule du béton, mais on prend moins compte l'aspect protection de ces bétons-là, au niveau de la qualité des peintures extérieures, au niveau de l'isolation de ces murs-là. Donc je pense qu'il faut reprendre un petit peu les bases qu'on a déjà sur le territoire, les améliorer avec un confort économique, écologique, et les éléments de la biennale on parlait de bambou, on parlait de bois, doivent être des éléments complémentaires à cela, comme le chanvre. C'est des éléments qui n'est pas une approche de matière première dans le sens où c'est pas ces éléments-là qui vont redonner on va dire un aspect nouveau de la construction, mais qui vont être des matériaux qui vont être complémentaires aux matériaux existants pour améliorer la reconstruction.
C'est la performance environnementale dont vous parliez, là, qui est un des piliers du RCNC. Quelle place, du coup, elle va avoir là, dans ce processus de reconstruction? Parce que vous dites que c'est secondaire. Par exemple, les matériaux, vous parlez de matériaux organiques, donc des ressources locales. Quelle place est-ce qu'on va leur donner dans ce processus de reconstruction? C'est là que les enjeux se chevauchent. Voilà. C'est-à-dire que nous, la Biennale de la construction, avec un pas de temps de 2 ans, n'est pas calibrée et il n'y a pas d'outils calibrés sur une réponse technique à l'urgence de la reconstruction. C'est pour ça que je repense ce que disait Christophe. Il faut que dès aujourd'hui, on commence à réfléchir à demain pour, même si on doit construire aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement des situations d'urgence qui ne peuvent pas attendre qu'on ait fini nos études, mais il faut quand même qu'on se donne la ligne directrice de tenir compte d'objectifs à long terme, y compris dans les actions de court terme. Sinon, on va reproduire les schémas du passé, les erreurs du passé, si on ne prend pas le temps de les analyser et de remettre en cause un certain nombre de choses. Cette reconstruction dans l'urgence peut être une belle opportunité pour justement revisiter un certain nombre de pratiques, peut-être recréer un lien social ou des espaces d'échange entre les différentes personnes, comme on l'a fait à la Biennale, concernées par ces sujets, et faire en sorte que les actions de court terme qu'on va réaliser, on ne les regrette pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les mois à venir, en se disant si j'avais su, j'aurais vu les choses différemment. Christophe Dautieu, le secteur du BTP était déjà en crise avant les émeutes. La Fédération calédonienne du BTP avait annoncé en février la disparition de la moitié des emplois d'ici fin 2024, ce qui représente entre 2500 et 3000 emplois. Dans quel état se trouve le secteur aujourd'hui? Le secteur, il faut revenir avant le 13 mai, on peut se positionner au 12 mai. Au 12 mai, l'état était déjà dramatique. Oui. Le BTP, en plus de 10 ans, a perdu de sa moitié quasiment de son effectif. On est passé de 12 000 salariés à 6 500 salariés au 12 mai. On avait alerté qu'on risquait de perdre 3 000 personnes de ces 6 500, donc on arrive pratiquement à 50% de ces effectifs. On avait annoncé fin 2024. Par rapport au 13 mai, on en est arrivé dès le fin mois de mai, fin juin, on arrivait déjà à 3 500 personnes dans le bâtiment, donc 3000 disparus dès le mois de juin-juillet. Et pour le moment, dans ce qu'on peut voir aujourd'hui, on n'en voit pas le bout, l'horizon pour remonter cette courbe. Et donc là, est-ce que vous disposez de moyens humains et financiers, en tout cas, pour aborder une telle phase de reconstruction? La reconstruction passera en premier lieu par l'aide de l'État. Sans l'aide de l'État, sans financement de l'État, on ne pourra pas reconstruire rapidement. Et si les aides ne sont pas maintenues au 1er janvier jusqu'au moins 6 mois, ça sera une catastrophe et je pense qu'on perdra encore plus de gens dans le bâtiment. Jamel Abdelaziz, la formation et l'encouragement des jeunes étaient des axes clés aussi de la Biennale. En quoi est-ce que la valorisation des parcours de formation et des compétences locales peut-elle jouer un rôle décisif pour relancer justement le secteur? Alors, la construction, comme beaucoup de secteurs, c'est une affaire d'hommes ou de femmes, c'est une affaire d'humains. Et il était important pour nous que les échanges qu'on ait, qui esquissent en fait ce que serait la construction de demain, soient exposés devant les constructeurs de demain. Et les constructeurs de demain, ce sont les apprenants. Donc on a eu beaucoup de chance d'avoir des élèves de BTS, du RSMA, enfin, un certain nombre d'apprenants qui étaient dans la place et qui ont posé des questions pertinentes, très pertinentes, extrêmement pertinentes, je dirais même si vous regardez les minutes des échanges, et qui nous stimulent pour avancer encore plus vite, parce que les jeunes, ils ont cette impatience que nous, on n'a pas forcément, et qui montrent que autant l'écosystème est prêt pour changer, encore une fois, je le dis, toutes les compétences sont là, elles sont prêtes à innover, elles sont prêtes à modifier, à changer nos comportements, mais la jeunesse nous poussera, et c'est extrêmement positif, pour aller plus vite et changer nos modes constructifs et repenser notre construction. Avec la destruction du CFA, le centre de formation de l'artisanat à nos villes lors des émeutes, c'est un petit peu compromis. Enfin, en tout cas, alors, justement, c'est là qu'on voit l'énorme résilience de cette jeunesse magnifique. Par exemple, ils nous ont expliqué, les jeunes en général vont en stage dans les entreprises. Oui. Là, c'était pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé leur session en accueillant les entreprises dans leur établissement, ce qui fait ils ont inversé les rôles. Ils ont inversé les rôles, voilà. Mais il faut je veux dire, je ne veux pas dire que la situation n'est pas grave, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais la résilience des Calédoniens est extraordinaire. Je pense que moi, je souhaite souligner plutôt cette résilience que de me fondre devant la réalité. Voilà. Et voilà, on peut toujours arriver, même le CFA, les formateurs du CFA ont trouvé des solutions. La reconstruction va conjuguer cette résilience avec les besoins et les projets qu'on est en train de mettre en œuvre. Vous vouliez ajouter quelque chose, Christophe?
Oui, au niveau de la formation, effectivement que le métier avant déjà le 13 mai changeait, les constructions neuves diminuaient, la rénovation augmentait. Aujourd'hui, le métier, il faut le voir différemment au niveau des formations. Aujourd'hui, je pense qu'il est important peut-être de penser à un pôle des métiers du bâtiment où on pourrait y retrouver l'ensemble des métiers, où les jeunes sur une première année pourraient un petit peu avoir une visu globale de chaque métier, de façon à pouvoir avoir sur une deuxième année, une troisième année, une spécificité de matière pour permettre dans les prochaines rénovations d'avoir des gens polyvalents dans le métier et non plus des formations uniques métiers avec une seule expérience professionnelle. On arrive bientôt au terme de l'émission. Christophe Dautieu, quelles sont aujourd'hui les attentes du secteur BTP, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, pour justement espérer redémarrer? Est-ce qu'il existe des leviers nécessaires pour rebondir? Aujourd'hui, seul le secteur public va pouvoir relancer l'activité à court terme. Ce qui veut dire exactement? Aujourd'hui, on a d'après les derniers retours de l'État, ils vont pouvoir financer toute la partie école, toute la partie infrastructure des bâtiments publics. Donc ces éléments-là doivent pas tarder, doivent arriver très vite sur le terrain. En parallèle, la déconstruction permettra aussi de donner une vision sur une partie des effectifs. Reste à voir la suite par rapport à les privés qui ont perdu leurs outils de travail. Une partie va pas vouloir reconstruire, une autre partie oui. De quelle manière, sous quelle forme, c'est ce qu'on attend. Mais effectivement qu'aujourd'hui, il y a vraiment une urgence claire de ce secteur qui est à genoux. On était déjà à genoux avant le 13 mai. On est quasiment mort aujourd'hui. On est simplement, voilà, on est en résilience, mais la résilience, ça apporte pas tout. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin d'un soutien fort de l'État et une conjugaison au niveau de la politique. Effectivement qu'aujourd'hui, politiquement, il faut que les gens se rassemblent et qu'ils trouvent des solutions rapides au lieu de se battre entre eux. On a besoin vraiment d'une vision claire pour début 2025. Merci pour ces éclairages. L'argent est bien souvent au cœur des enjeux, qu'il s'agisse de reconstruire ou de surmonter des difficultés. Justement, Julie nous explique aujourd'hui comment réagir face à la visite d'un huissier en cas de dette. C'est la chronique Ça vous arrive. Ça vous arrive de recevoir la visite d'un huissier en cas de dette? La première chose est de comprendre à quel stade vous en êtes. Soit le premier stade est le recouvrement à l'amiable. Le créancier cherche à trouver un accord amiable avec vous, soit seul, soit en saisissant un huissier ou une société de recouvrement. Identifiez qui est votre interlocuteur. Si c'est une société de recouvrement, vous êtes libre de ne pas leur répondre et de vous adresser directement au créancier par écrit. À ce stade, vous pouvez recevoir une mise en demeure ou une sommation de payer. Ces écrits font courir les intérêts de retard, appelés également intérêts moratoires. Ils informent que si la créance n'est pas payée, vous risquez des procédures judiciaires. C'est au seul créancier de payer les frais de procédure amiable. Répondez toujours par écrit, soit pour contester la dette, soit pour la payer, soit expliquer les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas payer totalement ou partiellement. Joignez les justificatifs de votre situation et, si vous le pouvez, proposez un calendrier de paiement. Gardez toujours les justificatifs de dépôt de vos courriers. Si aucun accord amiable n'est trouvé, deuxième étape, le recouvrement judiciaire. Le créancier saisit le tribunal pour obtenir un titre exécutoire, une décision définitive. Que l'huissier se présente à votre domicile ou qu'il laisse un avis de passage, votre absence de réponse ou le refus de signer n'empêche pas la procédure de continuer. Il est important de bien comprendre les documents qui vous sont remis. Soit des assignations à comparaître, c'est-à-dire des convocations au tribunal et vous pouvez demander l'aide judiciaire, soit des significations, c'est-à-dire la remise officielle de décisions de justice. Alors renseignez-vous le plus tôt possible pour comprendre la procédure, vos droits, obligations et les possibilités que vous avez. Merci Julie pour ces précieux conseils. Pour retrouver donc toutes les infos et les liens complémentaires des chroniques de Julie, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. On arrive au terme de cette émission. Alors peut-être un dernier mot, Jamil Abdelaziz. Il existe un rendez-vous prochain, non ? En fait, lors de la biennale qui était imaginée au mois de mai, on procède par atelier d'intelligence collective pour, avec tous les acteurs, définir une feuille de route sur un pas de temps de 2 ans pour la prochaine biennale.
Là, ça n'a pas été possible puisque la biennale s'est résumée en une journée, mais j'attire l'attention de vos téléspectateurs sur le fait que ces ateliers vont se tenir et que pour ceux qui souhaitent s'impliquer, apporter leurs idées ou tout simplement s'impliquer dans les débats que l'on aura au sein de ces ateliers, ils guettent le site rcnc.gouv.nc. Des informations seront publiées sur les modalités d'inscription dans ces ateliers qui vont se tourner dans les prochains mois. D'accord, des ateliers donc ouverts à tous. Ouvert à tous, avec les professionnels bien sûr, mais aussi les personnes qui pensent qu'elles ont quelque chose à dire sur le sujet. Très bien. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup Djamil Abdelaziz, directeur du RCNC, référentiel de la construction en Nouvelle-Calédonie, et Christophe Dautu, représentant de la BTP-FPME, d'avoir été sur le plateau de Ça vous parle avec nous ce soir. Pour revoir cette émission, c'est simple, rendez-vous sur www.caledonia.nc. Et puis merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Calédonia.